J'avais vraiment envie de refaire des vidéos. C'est un truc qui m'avait fait vachement bien dans une période où ça allait pas forcément. Et voilà, et du coup, assez naturellement, j'avais arrêté d'en faire quand ça allait mieux. Et maintenant, ça va globalement mieux, hein. En vrai, ma vie est de nouveau plutôt cool. Mais c'est quelque chose qui me manquait de faire des petites vidéos. Alors, j'ai pas vraiment d'idée de ce qu'on va faire. Enfin, si, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire, mais pour l'instant, c'est un peu un test, on va dire. Vous me direz ce que vous en pensez éventuellement si vous avez la foi de me faire des retours. Mais voilà, donc si vous avez la foi de regarder cette vidéo, parce qu'on va pas se mentir, ça va être une vidéo où je vous parle de trucs. Alors ça va être un peu du racontage de ma vie, mais je vais essayer, c'est quand même quelque chose pour vous partager quelque chose. L'idée c'est quand même que ça apporte quelque chose à la personne qui regardera cette vidéo, même si c'est moi dans le futur, on sait pas, voilà. Petit jogging chemise, je tente des petits combos, voilà, bon, c'est parce que je traîne à l'appart, tout ça. Donc voilà, donc j'ai choisi 3 petits trucs desquels je vais vous parler. Voilà, on va voir si ça vous plaît, s'il y a un truc en particulier qui vous plaît plus qu'un autre. Déjà rapidement, je pense que vous l'avez remarqué, le cadre est un peu différent, beaucoup plus large que la dernière fois parce que j'ai un nouvel objectif. Ça fait du bien d'avoir des nouveaux objectifs dans la vie. Clin d'œil, jeu de mots, alerte en rouge qui clignote. Ouais, voilà, un petit objectif. À la base c'était pour faire des photos de paysages, tout ça, en grand angle. En fait c'est pas que en grand angle, c'est aussi un maxi zoom sur ma barbe. Enfin bref, voilà. Et du coup ça fait plaisir, ça fait un cadre un peu plus large, on voit ma porte là, et ma bibliothèque ici. Et du coup voilà, c'est cool. Donc il faut encore que je vois comment change. Là ça m'a l'air pas trop mal cadré, il y a le micro, le petit verre d'eau, pas de thé aujourd'hui. Mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a 3 petits points que j'ai envie d'aborder. Je vais bloquer ma chaise de suite, parce que sinon ça va me péter les couilles. Voilà. Un peu trop. Là, voilà, comme ça, mes yeux sont pile à la ligne de tiers. On est bien cadré, tout ça. Si je me décale un peu même. Voilà, là, ça fait un petit... Ah, mais là, j'ai l'air d'être dos au micro. Donc, je sois... Non, bref. C'est pas le sujet. Du coup, voilà, je tente des trucs. Donc, la première chose que je me suis dit, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez peut-être vu. Non, personne lit mes tweets. Mais j'avais bien envie de faire des petites vidéos où je raconte mes rêves. C'est un truc que je faisais avec des potes à une certaine époque. Voilà, leur raconter mes rêves, pas de façon quotidienne. Et puis même moi, je les écrivais à une époque, donc ça peut être ça peut faire office de journal de rêve. Faut que je regarde plus la caméra. Donc voilà, du coup je me suis dit que j'allais vous raconter mon rêve de cette nuit. Si vous voulez me psychanalyser, je sais qu'il y aura sûrement des gens fans de psychanalyse qui vont lire, qui vont peut-être regarder cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et du coup voilà, alors je vais juste vérifier que ça enregistre parce que j'ai déjà essayé de tourner, c'est bon, ça enregistre. On est à 4 minutes là. Enfin 4 minutes pour moi, peut-être que ça sera peut-être, bref, on s'en fout. Donc voilà, donc du coup je vais vous raconter un morceau de mon rêve de cette nuit que j'ai trouvé assez drôle. Je vais essayer d'y mettre la forme pour vous immerger un petit peu. Il y a une petite musique en fond qui colle pas vraiment au mood du rêve, mais je trouve que c'est plus agréable d'avoir un petit fond de son pendant que je parle. C'est totalement un genre de vidéo que vous pouvez mettre en fond pendant que vous faites autre chose, hein. Le visuel c'est pas si important que ça. Mais du coup voilà, du coup en gros cette nuit, alors le pitch de base c'est que je partais en vacances avec un groupe d'amis. Le nombre de gens et tout, on va pas faire des présentations, c'est pas très important dans l'histoire du rêve. Mais disons que c'était un groupe, on va dire, entre 7 et 8 amis, c'était pas toujours très clair, vous savez, dans les rêves, on sait pas, il y a des détails qu'on n'a pas forcément. Il y avait un peu de tout, c'est un peu un mélange de gens que j'ai connus assez jeunes et des gens plus tard dans les études, etc. Et donc en fait on partait dans un hôtel ultra high-tech, luxueux, etc.
Et dès le premier soir, on a fait une grosse stuff, tu vois. Et du coup, on s'est un peu mis à vivre la nuit. Donc, la plupart des scènes de ce rêve, c'est quand je vous raconterai, il faut que vous imaginez que la plupart du temps, c'est la nuit, il fait nuit noire. Mais il y a une ambiance un peu... alors, j'ai décrit l'hôtel comme très luxueux et très high-tech, mais il faut imaginer ça un petit peu comme... vous savez, ces gifs qui tournent en boucle, très vaporwave, années 80, néon, ce genre de choses, un peu rétro-futuriste. Et du coup, on faisait des gros stuff, on était dans des états assez seconds, et il y avait pas mal de choses à disposition dans l'hôtel. Il y avait des piscines avec les palmiers bien alignés au bord, etc. et tout. Et détail qui a son importance, il y avait des voitures qui permettaient d'aller... genre en fait on pouvait... Genre il y avait un garage avec des voitures, mais des voitures vénères, tu vois, genre des Aston Martin, des Ferrari, des trucs comme ça, des trucs vraiment costauds. Et nous, des fois, on en prenait 3 ou 4 et on allait se poser en haut des collines, on faisait n'importe quoi, on se bourrait la gueule, on conduisait dans des états pas possibles, ce qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie. Dans vos rêves, c'est ok, et encore, ça peut vite tourner au cauchemar. Mais du coup, on faisait les cons en fait. Et premier soir, ça se passe très bien, on rigole, on a quelques frayeurs, deuxième soir aussi. Et au bout du troisième soir, en gros, on fait trop les cons et on finit par avoir un immense accident de voiture. Enfin, en tout cas, la voiture dans laquelle j'étais a juste fait un tête à queue, mais les autres ont fait des tonneaux, ont dévalé la montagne et tout. Et moi, j'étais encore conscient. Et j'entrevois, on va dire, une des personnes qui semblait gérer l'hôtel, qui se pointe sur la scène du drame et qui commence à charcuter les corps de mes amis et qui en prélève des morceaux et du mien aussi en fait. Et du coup moi je suis en mode what the fuck et au moment où je dis what the fuck, j'ai pas dit what the fuck mais j'ai dit what the fuck, vous voyez ce que je veux dire. Et donc elle me prélève un morceau, alors c'était globalement dans les entrailles, c'était pas forcément, en fait c'était pas, j'avais pas mal. C'était vraiment, ça peut sonner cauchemardesque, mais au final ça avait l'air d'être un truc assez quotidien et donc ça m'a pas interloqué plus que ça, d'autant plus que la suite du rêve, c'est moi qui me réveille dans ma chambre et qui va bien en fait, et qui a l'impression d'avoir juste vécu un mauvais rêve, enfin d'avoir fait un mauvais rêve dans le rêve, en allant Inception. Bref, j'ai l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Et du coup, au moment du petit déjeuner qui se prend à peu près à 16h, j'en parle à mes amis qui me disent « Mais putain, c'est ouf, j'ai fait exactement le même rêve. Mais peut-être que c'était pas un rêve, mec. Peut-être que c'était pas un rêve. » Et effectivement, c'était pas un rêve. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est pour moi, là, le point intéressant du rêve, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que mon groupe d'amis s'est divisé en deux. D'un côté, il y avait les gens qui étaient en mode mec, bat les couilles, genre on s'en bat les couilles, on est là pour kiffer, putain, ce soir on refait la même chose, tu vois. Et d'un autre côté, il y avait ceux qui étaient en mode non, mais c'est trop bizarre, attends, genre c'est bizarre, tu trouves pas, c'est bizarre. Et du coup, moi au début, j'étais plutôt dans la deuxième option, de vouloir enquêter, de vouloir en savoir plus. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Et alors, moi, je me suis très vite découragé parce qu'il y avait des trucs vraiment bizarres. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que visiblement, il y avait un truc dans le contrat de l'hôtel ou je sais pas quoi qui fait que t'avais pas le droit de mourir en fait. Genre, enfin, c'est pas que t'avais pas le droit de mourir, c'est que si tu mourais pendant ton séjour à l'hôtel, eh bien, on venait te prendre un bout de toi et te cloner. Et dès le lendemain, t'étais de nouveau là avec tous tes souvenirs et voilà. Et sauf que moi je le savais pas, et apparemment c'était écrit en tout petit dans les lettres du contrat, et en fait c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte, mais les trucs c'est que ce groupe là qui voulait enquêter, voulait vraiment enquêter, voulait voir où est-ce qu'on se faisait cloner, comment on se faisait cloner, etc. Et du coup, la flemme, et du coup quand j'ai compris ça je me suis dit viens, j'ai encore plus de raisons d'aller rejoindre l'autre groupe, et du coup en fait toute la suite de mon rêve, c'est moi qui fais la teuf, en n'ayant rien à foutre de mourir. Alors du coup j'ai fait des versions, alors je n'ai jamais fait d'overdose de ma vie, hein, mais j'ai
fais tous les trucs que t'as envie de faire en soirée, de sauter du 7ème étage de ton balcon, de te conduire comme un ouf et de juste mettre un coup de volant et voir ce que ça fait, tu vois. Un peu en mode test loop mental. Et voilà, et du coup c'est ça que je trouve rigolo avec ce rêve, ce côté sans limite, sans peur, sans insouciance, mais insouciance à un niveau surélevé. Genre c'est un peu un rêve qui répond à la question qu'est-ce que je ferais si j'étais immortel. Alors je pense pas que je ferais toutes ces conneries à la con, peut-être genre pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, ok, tu vois, genre je fais le con, je teste comment, qu'est-ce que ça fait de mourir, tu vois. Par curiosité. Mais je pense qu'au bout d'un moment, bah tu t'en as marre, quoi. Mais voilà. Ah. Eh ben écoute, mon antivirus vient de s'activer. Très bien. Et c'est cool parce que ça me permet de faire une transition vers mon deuxième sujet qui n'a rien à voir avec les antivirus. Donc en intro je vous racontais un peu ma vie, que ça va mieux et que c'est pour ça que j'avais arrêté les vidéos, mais qu'au final, peut-être que maintenant que je vais bien, c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça devient intéressant de faire des vidéos. Récemment je me suis mis au piano. J'ai acheté un piano sur Thomann, un site allemand de qualité. Un piano numérique, un synthé, je sais pas, je connais pas les termes, mais c'est en gros un piano électronique avec une vraie mécanique de piano pour voilà, bref, machin. Et du coup, pour apprendre le piano, j'ai repris quelques bases de théorie musicale. Alors j'avais fait un peu de saxo quand j'étais petit, j'avais des bases de solfège, mais il y a des trucs de théorie musicale que je ne connaissais pas. Et en fait, je vous parle de ça parce que c'est trop bien en fait. Je sous-estimais ça, ça avait l'air très chiant, ça avait l'air de ressembler à des cours de maths. Mais alors ça en est un peu, on va pas se mentir. Mais ok, avast. Bref. Du coup, je vous parle de ça parce que, en fait, si toi qui regardes cette vidéo, non, j'aime pas les youtubeurs qui tutoient leur communauté. Vous qui regardez cette vidéo derrière votre écran, devant votre smartphone, si vous hésitez à vous mettre à apprendre un instrument, je suis là pour vous faire pencher du côté oui de la balance, parce que en fait apprendre la musique ça permet de mieux comprendre comment est faite la musique, qu'est-ce que c'est une progression d'accords, quelles progressions d'accords sont les plus répandues, etc., etc., les 4 accords magiques, des choses que vous n'entendrez pas très vite si vous faites le cas, mais et même si vous n'avez pas envie d'apprendre un instrument, vous renseigner un petit peu sur la théorie musicale, c'est juste trop intéressant. Et peut-être que je mettrai des liens en description si j'ai pas la flemme. Peut-être que si vous venez en DM, je vous donnerai des liens. Mais voilà, j'ai une moustache incroyable. Mais du coup voilà. Renseignez-vous sur la théorie musicale, il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos qui condensent plein de trucs basiques en 30 minutes. Au début, peut-être que la première fois que vous allez regarder, vous allez comprendre peut-être que 30%, mais en y repensant, peut-être qu'il y a des choses qui vont clic et tout, et c'est trop bien, c'est trop intéressant, c'est un peu comme s'il y a des scientifiques qui regardent cette vidéo, c'est un peu le même mécanisme qui fait que quand tu comprends comment un moteur thermique, ou quand tu comprends comment une porte, les forces que tu appliques dans une porte quand tu l'ouvres, ça te permet de t'émerveiller de plein de trucs, et du coup ça applique ça à la musique qui est déjà une source d'émerveillement à la base, mais ça en tout cas pour moi ça a été vraiment un facteur 10 quoi. Genre vraiment maintenant je kiffe d'autant plus. En plus je m'étais rendu compte que mon ampli de casque et mon DAC était mal réglé, et maintenant je l'ai mieux réglé, et du coup j'ai encore step up dans la qualité de mon setup audio. Et qui a éteint la lumière. Et voilà, donc je plus sois. Voilà, si vous pouvez, apprenez un instrument, et au moins, si vous avez envie d'apprendre des trucs
la théorie musicale et les trucs comme ça, c'est trop intéressant et c'est vraiment... Ça stimule le cerveau et ça faisait longtemps que, depuis que je suis plus dans les études, ça faisait longtemps que je m'étais pas vraiment posé pour apprendre un truc en fait. Et rien que ça déjà, c'est un truc qu'il faut pas perdre, je pense, quand on grandit. Continuer à apprendre des trucs, mais vraiment apprendre parce qu'on apprend des trucs, tu vois, genre tu lis une page Wikipédia, t'apprends des trucs, mais là c'est vraiment apprendre à comprendre, bref, vous avez compris l'idée. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Parce que je parle beaucoup. J'aimerais bien que ça soit sur Word et que je puisse voir combien de mots j'ai prononcé depuis le début de cette vidéo. Mais ce n'est pas le sujet. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, et là je prends mon air sérieux, je prends mon air très sérieux, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur à tous les niveaux. Je vais vous en parler plus en détail. J'aime bien tout ce qui est animé, j'aime bien tout ce qui est manga, j'aime bien tout ça. Et il y a un truc qui est trop bien, qui était pas trop dans les villes où j'étais avant, mais qui dans l'immeuble, il y en a quelques-unes, et je pense que dans toutes les grandes villes de France, il va y en avoir. C'est les boîtes à livres, et j'aime bien quand je passe devant une boîte à livres, regarder ce qu'il y a dedans, parce que c'est souvent des œuvres que les gens... En fait, c'est à la fois des livres que les gens ont envie de partager, mais qu'ils en sont suffisamment détachés pour pouvoir les mettre pour pouvoir les confier à quelqu'un d'autre, à un inconnu. Et du coup, la règle plus ou moins existe, c'est que quand tu prends un livre dans une boîte à livres, t'en mets un autre à toi. Et il y a un livre que j'ai vu dans une boîte à livres, et quand je l'ai vu, je suis allé dans ma voiture, je suis allé chercher un livre qui était dans ma voiture, qui était L'automne à Pékin de Boris Vian, d'ailleurs que je vais racheter un exemplaire parce que j'aime bien ce livre, peut-être que je le relise un jour. Et je l'ai échangé contre ça, le tome 7 de One Punch Man. Voilà, avec Boros ici et Saitama juste là au bout de la terre. Voilà, allez le point, je sais faire le point, tu es une caméra. Voilà. Pourquoi le tome 7 ? Pourquoi pas le tome 1 ? Pourquoi pas le tome 2 ? Enfin, pourquoi pas le tome 1 surtout ? En fait, One Punch Man, comme tout le monde, j'ai découvert comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'ai découvert One Punch Man quand ça a un peu buzzé avec notamment la sortie de l'animé. Du coup, j'ai regardé la saison 1 qui était vraiment un coup de cœur déjà à l'époque. Mais j'avais un peu délaissé pour deux raisons. La première, c'est que quand la saison 2 est sortie, il y avait eu beaucoup de on-dit sur la qualité de l'animation qui apparemment était en baisse, et du coup ça m'avait un peu découragé à regarder la saison 2. Et surtout, j'avais découvert l'animé du coup de Mob Psycho, qui est donc du coup basé sur une œuvre du même auteur, One, qui est l'auteur de One Punch Man. C'est un pseudonyme. Et du coup, je m'étais dit, mais en fait, Mob Psycho, c'est genre One Punch Man en plus intelligent, en plus mature, en plus réfléchi en fait. Et alors, déjà cette analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, pas grand chose. Et en plus, je ne connaissais pas le manga. Et du coup, j'ai pris le tome 7 parce que en fait, ça correspond à la fin de la saison 1 en animé. Du coup, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir avoir la suite de l'histoire, parce que l'histoire m'avait quand même bien plu. Et oh boy, je n'étais pas prêt pour ce qui s'est passé. Alors, si vous avez vu la saison 1 de One Punch Man, vous savez qu'elle se termine sur un certain combat qui est en animation qui s'y rend mais merveilleusement bien, qui est super pyrotechnique, ça pète de partout, etc. C'est incroyable, mais vraiment un des meilleurs combats de l'animation. Mais en manga, c'est un autre level. C'est vraiment... la patate de... Parce que du coup, ça correspond à la fin. En fait, ça prend le dernier épisode et ça continue un peu après. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, il y a une telle différence entre un animé qui était déjà à un 9 sur 10 et le manga, il arrive à 11, tu vois. Et je me suis dit, mais incroyable. Et en fait, du coup, j'ai lu ça, j'ai acheté la suite. On les voit juste là. Ça, c'est le One Punch Man. Du tome 7 à 24, du coup j'ai tout dévoré, et vraiment une grosse claque artistique. L'antagoniste principal, du coup, je sais pas s'il va être l'antagoniste principal, mais un des antagonistes principaux,
qui est un personnage qui est à l'opposé de Saitama, Garo, le mec avec les cheveux gris là. Trop intéressant, l'humour incroyable. Et en fait, il y a les qualités de One Punch Man du manga, on peut le diviser en deux catégories. D'un côté, il y a l'aspect écriture, mise en scène. Écriture. On va mettre ça sous le grand mot écriture. Du coup, dans l'écriture, les qualités d'écriture de One Punch Man, ce qui est dingue, c'est que de une, je vous ai même pas présenté l'histoire de One Punch Man. Donc l'histoire de One Punch Man, pour ceux qui connaissent pas, c'est Saitama qui un jour, en allant à un entretien d'embauche, tabasse un monstre et se rend compte qu'en fait c'est trop cool d'être un héros, et du coup il décide de devenir un héros. Il s'entraîne très dur pour ça, et il s'entraîne tellement dur qu'il perd tous ses cheveux et qu'il devient le mec le plus fort du monde, et tellement fort qu'il tue tout le monde en un seul coup de poing. Et tu peux te dire mais c'est trop cool, mais en fait non, parce que ça le déprime fortement. Il peut faire ce qu'il veut maintenant, mais il est blasé et il passe son temps à errer, à chercher un but à sa vie, tout ça. Voilà, donc déjà ça peut faire relate pas mal de gens, mais c'est pas ça qui est important. Mais on peut se dire avec une histoire comme ça que ça manque beaucoup d'enjeux. Mais bizarrement, j'ai rarement lu un manga dans lequel l'intensité dramatique était aussi palpable. Et pour tout en fait, et parce que du coup il y a tous les monstres qui sont tous trop forts et qui font galérer d'autres héros qui sont aussi très forts, et il n'y a que Saitama qui peut arriver potentiellement à les battre. Mais en fait Saitama il veut pas être partout à la fois, et il a souvent la flemme, c'est un personnage un peu particulier, et du coup il y a des gens qui prennent super cher tout le temps en fait, et voilà. Et en plus One est super fort pour nous faire soit adorer ou détester des personnages, et du coup les enjeux ils sont vraiment palpables, que ce soit pour un personnage que t'aimes bien qui est en train de se battre contre un monstre, ou même au global, parce qu'il y a des menaces qui sont d'ordre mondial dans ce manga. Et du coup, et en plus de ce sens de la dramaturgie qui est très bien maîtrisé, l'humour, c'est drôle, mais genre vraiment drôle. Et c'est pas vraiment de l'humour habituel de manga, en mode des gags à base de gens qui saignent du nez ou qui passent leur temps à se battre, tu sais pas pourquoi. Je dis pas que c'est mauvais, tu vois, mais je sais que c'est quelque chose qui plaît pas à tout le monde, l'humour de manga, l'humour d'animé. Mais là, c'est vraiment un humour tranchant en fait, et absurde, un peu. Il y a trop d'exemples. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Super Beau Gosse Masqué, quelque chose comme ça, ou Beau Gosse Masqué Trop Craquant, un truc comme ça. Et c'est un mec, il est effectivement très beau, mais il ne porte pas de masque. Et peu de gens questionnent ça. Après, je crois, alors là où j'en suis, il y a peut-être une raison pour laquelle il s'appelle comme ça, mais tu vois, c'est ce genre de décalage. Il y a un personnage qui, au début du manga, se fait totalement rétamer, et qui tient une organisation, je vais pas trop en dire, qui tient une organisation et qui se fait totalement rétamer, et plus tard dans le manga, il a rencontré du coup Saitama qui lui a rétamé la gueule parce qu'il tue tout le monde en un coup de poing, et il était tellement désespéré qu'il a abandonné toute son organisation juste pour ouvrir un restaurant de boulettes de poulpe. Et en parallèle, t'as un autre héros qui pensait que cette organisation était toujours en activité, qui débarque dans le restaurant qui est en mode ouais, je vais tous vous démanteler, machin et tout. Et les gars ils sont en mode mais gros, on s'est déjà fait péter la gueule en fait. Et tu vois, je sais pas, c'est vraiment un humour qui fonctionne très bien. Et puis même dans l'objet, dans les covers, il y a des trucs assez intéressants, il y a des voilà. Et donc tout ça, c'est l'aspect écriture qui se résume à l'humour incroyablement bien maîtrisé, les enjeux dramatiques et le fait qu'il nous fait adorer ou détester des personnages très vite. Mais en plus de ça, en plus de ces deux énormes qualités, il y a une qualité qui n'est pas négligeable pour le manga qui est
un art de bande dessinée, c'est qu'en fait c'est trop bien dessiné. Genre du coup c'est incroyablement beau. Alors il y a des moments de comédie et puis même Saitama parfois est dessiné très grossièrement, mais c'est voulu dans la mise en scène. Et en fait le dessin, la mise en scène, le découpage sont top tier, mais vraiment top tier. Et j'ai lu genre des mangas comme Boichi qui sont trop bien dessinés et tout, et c'est de ce niveau là en fait, pas tout le temps, mais il y a des doubles pages qui sont largement du niveau de Boichi, si ce n'est ça c'est une question de goût après, mais encore plus stylé quoi, parce que du coup Boichi c'est très réaliste, là il y a des créatures, des designs incroyables. Enfin, tu passes d'un méchant à la Dark Souls qui est un espèce de mec encapuchonné qui a des yeux sur tout son corps, et la page d'après t'as un mecha trop bien dessiné, trop stylé machin, et après t'as des super héros plus classiques, t'as des samouraïs, t'as tout, et c'est trop bien et c'est trop beau, et en plus c'est bien, et genre c'est impactant, la mise en scène est impactante, tu te prends des punchs dans la gueule, et voilà. Donc c'est les deux grandes qualités de One Punch Man, c'est son écriture à tous les niveaux, humour dramatique et attachement au personnage, et l'art en fait, le côté artistique visuel, trop beau. Et bon, ça peut s'expliquer de manière assez simple, c'est-à-dire que One Punch Man, si vous ne savez pas, c'est, donc j'ai dit que c'était l'auteur c'était One, mais le dessinateur c'est Yusuke Murata, qui est le dessinateur notamment de Aichi 21, mais qui a fait d'autres one-shots, des projets, qui est un dessinateur incroyable, qui avait gagné des concours, qui avait fait des fanarts de Megaman, qui avait, je crois même, été intégré au jeu. Enfin, je dis peut-être des conneries comme ça, mais enfin, c'est un grand monsieur du manga. Et du coup, One, qui, du coup, si j'en juge de ce que je connais, c'est-à-dire Mob et One Punch Man, a l'air d'être un génie de l'écriture parce que c'est drôle. Mob aussi, c'est très drôle par moments, mais en même temps, c'est très dramatique et très profond. Et Yusuke Murata, qui est un génie du dessin et de la mise en scène, ça crée un manga qui est genre, c'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que One et Yusuke Murata sur ce projet-là, c'est un peu Caballero et Jean Jass. Enfin, c'est un... J'ai dit Caballero et Jean Jass, mais c'est un duo qui sont très talentueux chacun de leur côté, mais qui, au contact l'un de l'autre, décuplent leur force en fait. Comme c'est un peu comme Trunks et Goten, qui deviennent Gotrunks et qui sont encore plus forts que les forces de Trunks et de Goten cumulées. Je sais pas si c'est clair. Et alors je pense que ça serait un peu vite dit de résumer le côté écriture à One et le côté dessin à Yusuke Murata, parce que les deux travaillent un peu sur les deux, je pense, mais globalement j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est la fusion de deux êtres très puissants qui donnent un truc encore plus puissant. La somme, le résultat de la somme est plus grand que le résultat de la fusion est plus grand que la somme des deux. Je sais pas si, bref, je comprendra qui pourra, comme dirait l'autre. Voilà, donc One Punch Man, grosse claque artistique. Putain, je parle, ça fait combien de temps? Putain, ça fait 28 minutes, mais qui va regarder ça en entier? Si t'as regardé ça en entier, commente la phrase suivante. Est-ce que ça se vend? Non. Commente en répondant à la question suivante, en argumentant bien sûr. Est-ce que ça se vend aussi bien que ça, les petits pains? Est-ce que ça se vend aussi bien que ça que les petits pains? Est-ce que ça se vend aussi bien que ça, les petits pains? Voilà, je veux une réponse argumentée dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, mais si, du coup, One Punch Man, ça m'a donné envie de découvrir d'autres mangas. Alors, j'ai commencé Berserk, et je pense que du coup, vu que je compte faire ce genre de vidéo régulièrement, je pense, une vidéo où je fais un point comme ça, où je parle des trucs qui m'ont... Des trucs du mois, globalement. Donc je pense que je vais faire ça une fois par mois. Je sais pas encore comment je vais appeler ce format, mais ça sera sûrement un truc en rapport avec One Punch Man, parce qu'au final, c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous parler de One Punch Man, parce que c'est vraiment ma claque artistique du moment. Voilà, donc je pense que je vais faire ces vidéos régulièrement, où je parle de mes rêves. Peut-être que pour vous raconter mes rêves, je pourrais le faire encore plus régulièrement, je sais pas. Mais voilà. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. One Punch Man, ça m'a donné aussi envie de lire d'autres mangas, je l'ai déjà dit, je me répète. Bref, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Je me demande vraiment s'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo en entier. Ça
ça sera intéressant. N'hésitez pas à me dire tout retour en fait, ça m'intéresse. Voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez des vidéos, enfin si ça vous intéresse en tout cas que je fasse plus de vidéos où je raconte mes rêves, ou des vidéos où je vous parle de trucs, je sais pas. Voilà. C'est toujours bizarre de finir une vidéo. Attends, on va faire un truc rigolo. Je vais boire de l'eau déjà. Ok Google, éteins toutes mes lumières. Ah, ça n'a pas très bien marché. Ah si, vite fait. Ah mais du coup, vu que je suis en automatique, on peut faire un truc un peu... Bref. Bye bye. Portez-vous bien.